Attention, certains passages contenus dans ce programme peuvent heurter la sensibilité des auditeurs. Je m'appelle Patrick Michel, j'ai été journaliste judiciaire pendant une vingtaine d'années à l'RTBF et je me suis beaucoup intéressé à une série d'affaires non élucidées, à des cold cases. Chaque fois qu'une enquête piétine dans un dossier, on cherche toujours à revenir au début pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que tous les enquêteurs le disent, c'est toujours dans les premiers jours, les premières semaines que les choses permettent de recueillir des indices, des témoignages qui sont importants pour la suite. Alors, il faut aussi établir une chronologie détaillée, non seulement du jour du crime et des jours qui suivent, mais aussi des auditions. Donc, essayer d'avoir de la documentation sur l'enquête elle-même, comprendre à quel moment les enquêteurs ont choisi d'orienter l'enquête dans une direction plutôt qu'une autre, ou bien est-ce qu'il y a un témoignage tout d'un coup anonyme qui surgit et qui vient bouleverser un peu les cartes. Et donc tout ça, ce sont des informations extrêmement importantes pour les enquêteurs et qui permettent aussi aux observateurs ou aux gens qui travaillent comme nous, par exemple, des dizaines d'années plus tard, de comprendre comment, à un moment donné, une enquête a bifurqué et est partie dans une autre direction. Et donc c'est important de rassembler tout ça si on veut au moins tenter de faire la lumière sur une affaire comme on veut le faire dans le cas du meurtre de Christine Vannese. Revenir au début. C'est un principe de base pour relancer une investigation sur une affaire de meurtre non résolue. Après 40 ans et 2 enquêtes conséquentes, nous ne savons toujours pas qui a tué Christine Vannese. Mais nous avons, pendant plusieurs mois, mené notre propre investigation pour trouver de nouveaux éléments. Au cours de ces 2 prochains épisodes, nous reviendrons au début. Nous explorerons de nouvelles pistes pour tenter de percer le mystère d'une des plus sordides affaires criminelles qu'ait connue la Belgique. Sa disparition reste une des plus mystérieuses affaires criminelles de ces 20 dernières années. Moi, je suis sûr que Christine savait ce soir-là qu'elle n'allait pas rentrer chez elle directement. Elle a peut-être vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, même sans le savoir. Christine Vannese lui avait dit qu'elle pouvait changer de vie parce qu'elle avait compris qui étaient ses vrais amis et qui n'étaient pas ses vrais amis. Puis elle m'a dit qu'elle sortait avec un gars et que ses copains étaient très bizarres et qu'elle avait peur de ses copains. Oh, tu te fous de ma gueule, toi, ou quoi? Si tu viens de m'accuser comme étant ton complice, si tu me demandes ce que je fais là. La RTBF et Frisson Média présentent Le meurtre de la Champignonnière, un podcast d'investigation d'affaires criminelles non résolues. Le meurtre de Christine Vannese a été et reste toujours une affaire énigmatique et terrifiante. La violence du crime a marqué les esprits de toute une génération. Mais ce qui empêche encore aujourd'hui la famille et les proches de pouvoir tourner la page et de faire leur deuil, c'est qu'aucune réponse n'a pu être fournie à des questions essentielles. Pourquoi avoir tué une adolescente de 16 ans? Pourquoi avoir ligoté et torturé Christine Vannese avant de l'assassiner? Et comment se fait-il que nous ne sachions toujours pas comment les faits se sont déroulés? Toutes ces interrogations persistent, mais il en reste une, primordiale. Qui a tué Christine Vannese? Depuis maintenant près de 40 ans, la police, les journalistes, la famille et même de simples citoyens sont en quête de vérité. Dans les épisodes précédents, nous avons examiné les 2 principales enquêtes qui ont été menées sur le meurtre de Christine Vannese. La piste des punks et la piste du réseau. Mais y aurait-il d'autres pistes à explorer? La police a-t-elle vraiment examiné toutes les possibilités? A-t-elle pu passer à côté de quelque chose? Nous avons décidé d'analyser, d'explorer et de décortiquer ce dossier afin d'entamer de nouvelles investigations. Pour ce faire, nous avons composé notre Cold Case Team, une équipe de recherche composée de 2 journalistes, de 2 investigateurs privés et d'un spécialiste de l'affaire qui étudie ce dossier depuis des années. Objectif ? Revenir au début et essayer de faire la lumière sur toute cette histoire. Moi, j'essaie toujours de travailler avec des gens compétents dans leur domaine. Et de préférence des gens plus doués que moi. Matt Graves, créateur et co-réalisateur de ce podcast. Que ça soit pour le son, les scénarios, la narration. Et comme ici, il s'agit d'un crime et d'une histoire compliquée, on a réuni un groupe de personnes ou un cold case team, comme on dirait chez moi.
avec des talents divers, des gens qui ont soif de la vérité. Et pourquoi pas inspirer des auditeurs à participer aussi, quoi. Et donc voilà, c'est toujours difficile au début, mais le but c'est de créer un effet boule de neige qui prend de l'ampleur au fur et à mesure. Pendant plus de 6 mois, cette équipe s'est relayée pour analyser des milliers de documents et passer au peigne fin ce dossier. Lecture de PV, recherche de suspects, prise de contact, travail de terrain. Nous avons lancé une nouvelle investigation. Mais je dirais, si tu veux bien, peut-être relancer. Il faudrait moi, je savoir dirais son avis sur cette piste, parce qu'apparemment, cette piste n'a jamais été vraiment investiguée longtemps. Hein. Mais j'ai pas compris, vous parliez d'une copine qui ne disait pas tout, c'était qui On s'est partagé tout ce travail et toutes ces informations par mail, chat et lors de nos multiples réunions virtuelles. Je ne sais pas. Et je crois que tu as posé la question, mais je ne sais pas ce qu'elle a répondu, Chantal. Elle sèche l'école la semaine d'après, comme tu as dit. C'est un peu bizarre. Hop. Ok, je vais envoyer les notes de cette meeting avec quelques points là, et je vais l'inclure là-dedans, que peut-être tu peux refaire ça, et puis on continue. Nous avons cherché à contacter des témoins qui ont pu fréquenter Christine Vannès afin de récolter de nouveaux éléments, ce qui n'a pas toujours été facile. En effet, il est souvent compliqué de retrouver la trace de certaines personnes 40 ans après les faits. Moi, je pars du principe que je ne cherche pas une personne, je cherche un ensemble de personnes. J'ai toujours 4-5 noms au moment où je commence mes recherches. Xavier est un des membres de cette Cold Case Team. On le surnomme l'encyclopédie pour sa mémoire photographique et sa capacité à retrouver l'identité et le contact de personnes dont on a perdu la trace. Donc la base de départ, j'ouvre 2 dossiers. Un dossier qui s'appelle les PV d'audition, PV champignonnier, qui est le PV de 203 pages, qui va de 84 à, je ne sais plus très bien combien. Et puis j'ai tous les PV de 96, 97, avec les commentaires. Ça, c'est mes 2 bases de travail. Systématiquement, je cherche sur les 2 tableaux, parce que parfois les informations se recoupent. Et puis après, j'ai Google et Facebook. Ça, c'est les 4 planches de départ. Et puis, j'ai devant moi le post-it, en me disant, puisque je ne trouve pas, comment est-ce que je dois chercher ? À quoi les gens n'ont pas pensé ? Mariage ? Est-ce que ce type a été marié ? Oui, non. Alors on va sur le site généalogique. Mais le tout, c'est de penser différemment. Parce que ce que tu lis, les gens, ils y ont déjà pensé. Donc tu découvres rien. Donc il faut se dire, à quoi ils n'ont pas pensé ? C'est pas infaillible non plus, mais c'est comme ça que je fonctionne. L'une de nos premières priorités a été d'élaborer une chronologie détaillée du jour où Christine Vannès a été assassinée. Cela nous permet de fermer certaines portes et de nous concentrer sur les éléments qui nous semblent plausibles. Pour ce faire, nous avons recoupé toutes les déclarations des témoins. Nous avons ensuite chronométré chacun des déplacements possibles de Christine en fonction de la durée estimée du trajet. Ceci est important car cela nous permet de vérifier plusieurs hypothèses. Voici ce que nous savons de la dernière journée et des dernières heures de Christine Vannès. 7h30, un de ses frères aperçoit la porte de sa chambre ouverte. Il voit une forme sous les couvertures. Il est étonné que sa sœur soit toujours en train de dormir. C'est vrai qu'elle avait l'air fatiguée la veille. Il décide de la laisser se reposer. 13h, Christine arrive au lycée. Une de ses amies déclare qu'elle a amené un sac de courses qui contient des bottes neuves. Elle a séché les cours du matin. Personne ne sait pourquoi elle était absente, ni ce qu'elle a fait pendant ce temps-là. 16h30, Christine est aperçue avec son amie Chantal. Elles se dirigent ensemble vers un quartier commerçant d'Anderlecht. 17h15, les 2 jeunes filles croisent un des amis scouts de Christine dans le magasin Club de la rue Hoyer. Elles discutent avec lui pendant environ 5 minutes. Et donc après, on a fait la rue Hoyer. Et là, on est arrivé à hauteur de Club. Et elle a vu un copain qui faisait les scouts avec lui. Ensuite, Christine et Chantal marchent jusqu'à la station de métro Saint-Guidon. 17h30, elles montent dans le métro. 17h35, Chantal sort du métro à l'arrêt Jacques Brel et Christine poursuit son trajet sur la même ligne. À partir de 17h35, nous n'avons plus aucune certitude concernant l'emploi du temps de Christine Vannès. Quel trajet a-t-elle emprunté ? Et à quelle heure a-t-elle pu sortir de la station de métro ? Xavier s'est renseigné sur le réseau de transport de Bruxelles à cette époque. Il nous raconte par téléphone. Oui, impérativement, elle était sur la ligne 1B. Et donc, pour se rendre à la station Pétillon ou la station Ancard, elle devait changer de métro à la station Mérode, a priori, comme généralement on le faisait à l'époque, tous les jeunes
ont changé à cette station-là. Elle a vu Chantal, elle a dit au revoir à Chantal à Jacques Brel. C'est ça. Et pour se rendre sur la ligne 1A qui dessert la ligne Pétillon et Ancart, elle devait descendre à Mérode et attendre un autre métro. Xavier a également contacté un employé de la STIB, la Société des transports publics bruxellois, qui nous précise un détail intéressant sur ce réseau dans les années 80. Alors effectivement, les stations de métro étaient enregistrées sur bande et étaient conservées à peu près 1 mois. Mais malheureusement, les bandes n'ont pas été exploitées par les autorités pour voir à quelle station Christine était descendue. Ouais, c'est fou ça. Ces enregistrements n'ont jamais été visionnés par la police. Et sans preuve matérielle, nous ne pouvons que supposer son itinéraire. A-t-elle croisé son assassin dans le métro? Était-elle attendue à une station? Avait-elle rendez-vous quelque part? Toutes ces questions restent pour l'instant sans réponse. Il est probable que Christine se soit rendue à la station Pétillon, celle qu'elle aurait empruntée habituellement pour rentrer chez elle. Si c'est le cas, elle a dû changer de ligne. Comptons 5 minutes pour ce changement et 20 minutes de trajet. Ce qui nous amène à 18 heures. Donc là, je suis avec Matt et on sort de la station Pétillon. On est en train de marcher dans la direction de la Champignonnière. Jeanne Savigna, co-réalisatrice de ce podcast. Oui, je crois que donc ici, on doit aller tout droit. Ouais, donc là, on est en direction de la chaussée de Wavre et on va arriver à l'intersection avec la rue Charles-Madoux. Ok, donc ici, fin de l'avenue de Volontaire et puis on va voir chaussée de Wavre. Et je crois qu'on doit prendre à gauche, là. C'est à gauche qu'on doit prendre? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc on y est. Et du coup, on est parti à 17h05. Il est 17h10. Donc on a pris 5 minutes. Voilà, donc si elle était là, ce jour-là, c'était exactement où on est maintenant. Ouais, et ça a pris 5 minutes. Ouais. Si elle est sortie de Pétillon. Plusieurs personnes affirment effectivement avoir aperçu Christine après 18 heures près de la Champignonnière, notamment à l'intersection entre la rue Charles-Madoux et la chaussée de Wavre. Bien, alors dans cette enquête, il y a plusieurs éléments qui me paraissent intéressants. Il y a notamment cet endroit au coin de la rue Charles-Madoux et de la chaussée de Wavre qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on le retrouve à plusieurs reprises dans les PV. Patrick Michal, journaliste judiciaire. D'abord, on a un couple d'épiciers là, donc, qui dit, vers 18h, je vois quelqu'un qui nous semble être Christine Vannès, avec un gars qui est plus petit qu'elle. Et puis, on a aussi le garagiste en face qui va dire qu'à plusieurs reprises, il a vu, en fait, Christine Vannès près d'une cabine téléphonique qui est située près de sa station. Parce qu'il y a 4 ou 5 personnes, je pense, qui disent qu'effectivement, ils l'ont aperçue dans ce secteur. C'est très central, on n'est pas loin des arrêts de tram. Et donc, cet endroit-là, il m'intéresse. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'il est vraiment à 250-300 mètres de l'entrée de la Champignonnière, quoi. On a fait le timing, j'ai personnellement fait la route. En 1 minute, voire 1 minute 30 maximum, on est de ce point-là dans la Champignonnière. En effet, dans les PV, on retrouve pas moins de 5 témoins différents qui prétendent avoir aperçu Christine à cet endroit. Entre 18h et 18h30, nous ne disposons d'aucun témoignage. Personne n'a déclaré avoir vu Christine. 18h30, 18h45, 18h50. 3 témoins affirment avoir entendu des cris provenant de la Champignonnière. Sur la base de notre chronologie, nous pensons que Christine a été assassinée entre 18h30 et 19h. 19h05, la femme de ménage de l'école à côté de la Champignonnière prétend avoir vu 2 hommes quitter celle-ci pour aller dans la direction du campus de la VUB, l'université flamande à Bruxelles, située juste en face. D'après ce témoin, ces hommes étaient âgés de 20 à 25 ans, de taille moyenne, avec des cheveux noirs, et ils portaient des vêtements sombres. Ensuite, nous ne disposons d'aucun autre témoignage. Examiner cette chronologie nous permet de comprendre certains éléments et d'envisager certaines hypothèses. Mais il reste plusieurs zones de flou. Qu'a pu faire Christine lors de sa dernière matinée? Et pourquoi avoir séché les cours? À quel moment a-t-elle rencontré son ou ses meurtriers? Était-elle attendue quelque part? Vous écoutez Le meurtre de la Champignonnière, un podcast de la RTBF. La deuxième partie de notre travail s'est concentrée sur le déroulement du crime et les éléments matériels qui ont pu être retrouvés. Après avoir examiné le dossier avec minutie, nous pensons que le crime n'a pas eu lieu là où le corps a été retrouvé.
Lorsque les pompiers arrivent sur place, il y a en réalité 2 incendies. Un dans la maison abandonnée où vivaient les précédents propriétaires de la champignonnière et un dans le sous-sol de la champignonnière même. Mais je pense que les sévices qu'elle a dû subir, ça se passait dans le premier bâtiment abandonné. Norbert Vandenbergen, à l'époque lieutenant sapeur-pompier et l'un des premiers arrivés sur les lieux. Donc dans un local à l'étage, et c'est là qu'ils ont dû faire leur torture, appelons ça comme ça. Et une fois que cette personne est décédée, ils l'ont transportée jusqu'à la champignonnière. Ils ont bouté le feu à ce premier bâtiment pour effacer les indices, les traces d'eux-mêmes et de tout ce qu'ils ont fait, quoi. Et puis après, ils ont déplacé ce corps dans cette champignonnière pour y bouter le feu à des cajots qu'ils ont empilés sur cette jeune personne couchée sur le sol, à plat ventre. Cette information soulève certaines questions. Pour bouter le feu, un accélérant a été utilisé. A-t-il été trouvé sur place ou y a-t-il été amené ? Ceci nous amène à d'autres interrogations essentielles. Le crime était-il ou non planifié ? Était-il prévu que le corps de Christine soit amené au sous-sol ou l'a-t-on déplacé sous le coup de la panique ? Le feu a emporté une grande partie des indices, ce qui a réduit considérablement les chances de retrouver les preuves matérielles. Mais les enquêteurs ont tout de même retrouvé certains éléments exploitables sur la scène du crime, dont une veste en cuir. Parmi les éléments qu'on a pu observer à travers les PV de synthèse qui restent finalement de cette enquête, il y a cette fameuse découverte d'une veste. Patrick Michal, journaliste judiciaire. Alors c'est assez intriguant cette veste, parce que c'est un blouson de cuir de motard. Il est assez caractéristique, il y a des lignes rouges, donc il y a aussi un autocollant de Blondie, un groupe rock de l'époque, et on trouve cette veste sur le lieu du crime. Et donc, il n'y a pas énormément de possibilités. Soit quelqu'un a amené cette veste-là délibérément pour envoyer les enquêteurs sur une fausse piste, soit cette veste appartient à l'un des auteurs. Elle a été retrouvée sur le sol. Donc on peut imaginer qu'elle avait été enlevée au départ par son auteur et déposée sur le sol. Il ne faut pas oublier qu'on est en février, passé 19h, il fait noir, et donc qu'une veste ait pu être égarée, ou pas retrouvée par son propriétaire, ou en tout cas celui qui l'a portée ce soir-là, c'est tout à fait plausible. On met le feu. C'est très rapidement un dégagement de fumée, ce sont des cajots, c'est du papier auquel qu'on incendie, et donc il y a des dégagements de fumée, et on est dans un endroit fermé, donc très rapidement c'est irrespirable. On ne peut pas rester longtemps dans ce type d'atmosphère. D'autant plus que les auteurs, pour faire disparaître les traces du meurtre, ont déplacé le corps et sont allés brûler, en fait, pour susciter un incendie près du corps pour le faire disparaître, et ensuite sont allés aussi incendier le bâtiment dans lequel le crime a été commis. Puisque c'est l'hypothèse, en tout cas, des enquêteurs, c'est ce que les pompiers nous ont dit, visiblement, le corps a été transporté. Donc là où on le trouve, ce n'est pas nécessairement le lieu du crime. En tous les cas, c'est un indice parmi les plus importants de l'enquête. D'ailleurs, au départ, les policiers l'ont présenté à plusieurs témoins et on a pu découvrir que ça a suscité quand même pas mal de surprises et même de versions différentes. Très vite, cette veste nous a paru importante. Et en recherchant dans les PV, nous avons découvert un détail extrêmement curieux. Cela nous amène à nous concentrer sur un nouveau suspect. Pour mieux comprendre, revenons au témoignage d'un couple que vous avez déjà entendu, lu par un acteur. Nous avons vu Christine à 18h au coin de la rue Charles-Madoux et de la chaussée d'Ouavre. Elle discutait là avec un garçon d'environ 17 ans. Il était un peu plus petit qu'elle, avec une corpulence mince, il était blanc, il avait un visage allongé, un menton pointu. Des cheveux mi-longs, châtain clair, avec des sourcils noirs. Et il était habillé de style beat, avec une veste en jeans mi-longue. Là. Ce couple tient une épicerie. Donc nous voici devant l'épicerie appartenant au couple qui a vu Christine le 13 février vers 18h. Cette épicerie est située presque en face du domicile d'Evanès. 20 mètres max, quoi. Ouais. Voilà, nous nous trouvons devant la maison de la victime
qui se situe à 20 mètres à pied de l'épicerie. Et on va quand même donc jusqu'au 17 ? Ouais. Vu la proximité entre le commerce et le domicile de Christine, il est peu probable que les épiciers aient pu la confondre avec quelqu'un d'autre. Ils la connaissent et elle était cliente occasionnelle de leur magasin. Ce n'est pas uniquement la précision de ce témoignage qui a retenu toute notre attention. Il y a aussi un lien de parenté et un événement qui nous semble intrigant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouveau fait divers à Bruxelles. 3 hommes ont été arrêtés ce matin pour... Nous sommes le 25 février 1984, soit 5 jours après le témoignage des épiciers et 12 jours après le sordide meurtre de Christine Vannès. 3 hommes, âgés de 24, 29 et 31 ans, sont arrêtés par la police. Les chefs d'inculpation ? Vol avec violence et attentat à la pudeur. Malgré nos longues investigations, nous n'avons pas pu trouver d'informations précises sur le déroulement de ce fait divers. Mais un des procès-verbaux contenus dans le dossier concernant le meurtre de la Champignonnière contient l'information suivante. Les enquêteurs signalent que le modus operandi des 3 auteurs pendant cette agression pourrait s'apparenter à celui des assassins de Christine Vannès. Et c'est la suite de ce même PV et l'identité d'un des 3 accusés qui a cristallisé toute notre attention. Nous souhaitons préserver le droit à l'anonymat de cette personne. Nous vous révélerons uniquement son prénom et l'initiale de son nom de famille, Marc L. Voici la suite de ce PV. De plus, Marc est le frère de dont il est question dans le PV 4293 de la police judiciaire. L'un des noms masqués que vous venez d'entendre n'est autre que celui de l'épicier qui a déclaré avoir vu Christine Vannès accompagnée d'un jeune homme à 18h, juste avant son meurtre. Coïncidence ? La police, apprenant ce lien, décide de réinterroger le couple d'épiciers. Ils maintiennent leur témoignage. Ils ont bien vu Christine Vannès accompagnée d'un homme qui n'était pas Marc L. D'accord. Mais peut-on imaginer un instant que ces épiciers aient pu inventer leur témoignage ? Ont-ils pu mentir sur leur déclaration afin de protéger un membre de leur famille ? Et c'est là où les choses deviennent encore plus étranges. Le 28 février, l'épouse de l'épicier est à nouveau interrogée. Cette fois-ci, on lui présente une veste en cuir. Elle ne le sait pas, mais c'est celle retrouvée sur la scène du crime. Cette veste lui est familière. Elle pense qu'elle appartient à son beau-frère, Marc L. Son mari, lui aussi, est à nouveau entendu. Et il confirme. Sur le PV, numéro 7528, nous pouvons lire « Il certifie que le frère possède une veste en cuir identique. » Tous ces éléments mettent la puce à l'oreille des enquêteurs. Donc Marc L est intéressant, pourquoi ? D'abord parce que c'est son frère qui exploite l'épicerie qui se trouve pratiquement en face de chez Christine Vannès. Il vient y travailler quelques jours par semaine, et donc on peut supposer que Christine Vannès, qui n'a qu'une rue à traverser, va de temps à autre chez l'épicier. Et donc elle a pu croiser Marc L. Et le blouson qu'on va retrouver dans la Champignonnière, son frère et sa belle-sœur disent que c'est son blouson. On sait aussi que ce Marc L a un passé judiciaire. Il a déjà été visiblement condamné puisqu'il est en prison à Mons en 1983, donc c'est-à-dire quelques mois avant le meurtre de Christine Vannès. Marc L, inculpé de vol et d'attentat à la pudeur dont la veste a pu être retrouvée sur la scène du crime, travaille occasionnellement dans une épicerie, juste en face de chez Christine Vannès. Marc L est interrogé par les enquêteurs du dossier de la Champignonnière. Voici ce qu'il déclare. Ne connaît pas Christine Vannès, n'a jamais possédé de veste en cuir. Il signale tout de même qu'il a vu Christine Vannès au café Bierkelder de la Grand Place de Bruxelles. Un mandat est délivré afin d'effectuer une perquisition à son domicile. Perquisition qui n'aura jamais lieu. Dans les PV qui suivent, on peut lire « N'a pu être effectué vu changement d'adresse ». Puis, plus rien. Cette piste s'arrête net. Les enquêteurs, à ce moment-là, concentrent tous leurs efforts sur les punks et se désintéressent de Marc L. En relisant le dossier, cette piste nous a paru intéressante et nous avons décidé de reprendre l'enquête là où la police l'avait laissée. Il nous paraît important de vous rappeler que nous n'avons aucune preuve de l'implication de Marc L dans cette affaire. Ce ne sont que des suppositions basées sur les éléments du dossier. Mais ce qui nous a paru interpellant de prime abord, c'est le nom de ce suspect, Marc. En effet, plusieurs amis de Christine ont déclaré que peu avant sa mort, elle avait rencontré un homme prénommé Marc. Oui, ce nom Marc est interpellant, on est bien d'accord. Dimitri, membre de notre équipe Cold Case,
Un ami de longue date d'ailleurs dira qu'un mois avant sa mort, Christine lui a parlé d'un prénommé Marc, tout en disant que tout allait bien avec son petit ami de l'époque, mais qu'elle hésitait avec ce Marc. Puis secondo, un autre ami de la patinoire affirme que Christine fréquentait un prénommé Marc, qui a eu d'ailleurs un problème avec la justice. Et il roulait en moto. Et qu'il a été fortement marqué par le décès de Christine. En troisième lieu, encore un Marc. Et là, c'est une amie qui raconte qu'elle a entendu dire que Christine était sortie avec un homme prénommé Marc. Et là où c'est important, c'est qu'elle sort avec le week-end précédant sa mort et que celui-ci était de la région de Mons. Il faut savoir que ce Marc L. habitait justement à Mons à cette période-là. Souvenez-vous également, dans l'épisode 5, l'ami de Christine, Chantal Vanizeghem, était sûr que Christine voyait un homme prénommé Marc et qu'il n'habitait pas à Bruxelles. Je savais qu'elle sortait avec un Marc, et je savais que c'était Marc parce que mon frère s'appelle Marc et que donc j'étais sûre que c'était ce nom-là. Et je ne l'ai pas dit à la police parce que je savais qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre. Je savais qu'elle avait son copain officiel et que je ne voulais pas qu'on croie qu'elle sortait avec tous les garçons différents. Et je ne savais pas si eux savaient pour le Marc. Un ami de ce Marc L. a aussi déclaré qu'il venait régulièrement au Poséidon à Oluwe, patinoire à glace que Christine fréquentait. Pendant plusieurs mois, nous avons tenté de retrouver ce Marc L. ainsi que ses deux complices lors de l'attaque au modus operandi similaire au meurtre de Christine Vannès. Ce Marc L. reste introuvable. Nous avons pu identifier ces deux complices, mais n'arrivons toujours pas pour l'instant à établir un contact avec eux. En revanche, nous avons trouvé un détail interpellant grâce au minutieux travail de Xavier, qui a fouillé les archives de la ville de Bruxelles pour trouver les annuaires téléphoniques de l'époque. Xavier, tu peux expliquer ça? Parce que franchement, j'ai du mal à le croire. Voilà, j'ai effectué un certain nombre de recherches depuis des annuaires téléphoniques de la ville de Bruxelles dans les années 80, très lourds et très difficiles à télécharger. Et en faisant ces recherches par nom, et notamment par nom de rue, j'ai découvert qu'un des complices d'un des suspects dans l'affaire de l'attentat à la pudeur était un voisin potentiel de la victime Christine Vannès, quasi en face. C'est d'autant plus surprenant que pour l'année 83-84, il n'y a que 6 personnes reprises avec ce nom-là dans la ville de Bruxelles. Marc L. Il existe beaucoup d'éléments ou de coïncidences autour de ce personnage. Prenons le temps de les résumer. Il s'appelle Marc et il vit à Mons. Il a déjà un casier judiciaire, et ce, même avant le meurtre de Christine. 1 an auparavant, il est déjà en prison à Mons. 2 semaines après le meurtre, il est arrêté avec 2 complices pour des faits de vol et d'attentat à la pudeur. Certains faits sont signalés comme étant similaires à ceux de la Champignonnière. Son frère et sa belle-sœur sont les derniers témoins à avoir vu Christine vivante. Dans leur témoignage, ils affirment l'avoir aperçue avec un jeune homme, éloignant donc les enquêteurs de ce Marc L. Pourtant, ces mêmes personnes reconnaissent ultérieurement la veste retrouvée sur la scène du crime comme lui appartenant. Marc L. et Christine fréquentaient 3 endroits en commun. L'épicerie de son frère en face de chez elle, la patinoire du Poséidon et le bar Le Bierkelder dans le centre-ville. Dernier élément interpellant, mais qui n'est pas encore confirmé à ce stade, un des complices identifiés dans l'attentat à la pudeur a un homonyme qui habite quasi en face du domicile de Christine. Face à toutes ces informations, il nous a paru primordial de rencontrer ce Marc L. Mais comme vous l'avez entendu, il reste introuvable. Nous n'avons pas encore pu entrer en contact avec ces 2 complices. Il reste les 2 épiciers dont nous n'avions ni le contact ni l'adresse, seulement 2 noms et 2 dates de naissance. Après des mois de recherche, nous avons réussi à dénicher une adresse. Début octobre 2023, nous avons décidé de leur envoyer une lettre pour leur solliciter un entretien. Chère Madame et Monsieur, je suis Patrick Michal, journaliste judiciaire à la RTBF. Je prends contact avec vous suite à votre témoignage concernant la mort de Christine Vannès. Vous êtes les derniers à l'avoir aperçue près de chez vous. J'imagine fort bien que c'est délicat d'évoquer à nouveau cette histoire, mais il s'agirait de répondre seulement à quelques questions. Nous avons insisté sur l'importance de leur retour et laissé la possibilité de nous recontacter de différentes manières. De longues semaines, puis plusieurs mois se sont écoulés, sans nouvelles. Avant d'abandonner, nous avons décidé de jouer une dernière carte. Les visites surprises sont rarement appréciées,
Mais nous avons décidé que c'était suffisamment important pour tenter le tout pour le tout. Essaye de frapper. Voilà. Ok. Bonjour. Oui, bonjour. Patrick Michal, je suis journaliste à l'RTBF. Oui. Bonjour. On peut se parler quelques minutes? C'est pour parler de l'affaire... Ouais, je sais justement, mais vous êtes un des rares témoins qu'on a un petit... Oh là là, Dans le prochain épisode... Ils sont pas tout jeunes, donc entre 25 et 30 ans ou entre 20 et 30 ans. Pas toujours les mêmes profils, mais qui se réunissent pour avoir des séances sexuelles très particulières. Le meurtre de la Champignonnière. Un podcast de Vivacité, un média de la RTBF. Écrit, réalisé et produit par Matt Graves, Jeanne Savigna et Thomas Résimond. Une narration de Serge Logne.